bienvenue sur la panafricaine Média. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. Le vice-président gambien a effectué une visite de travail de 2 jours au Sénégal auprès de son homologue sénégalais Ousmane Sonko. À l'issue des travaux entre les délégations sénégalaises et gambiennes, plusieurs résolutions dans les domaines de la préservation de la forêt, de l'énergie, de la sécurité, de la pêche et du cadre institutionnel ont été revues. Où en sont les relations bilatérales entre le Sénégal et la Gambie? Tentons vers un renforcement de l'axe Dakar-Banjul sous le magistère des nouvelles autorités sénégalaises. Le développement en première partie d'émission. En seconde partie du débrief, il sera question de parler de relations bilatérales, mais entre le Bénin et le Niger. Ces deux pays multiplient les actes dans le sens de la normalisation de leurs relations. Le climat était tendu entre le Bénin et le Niger depuis septembre 2023. L'ambassadeur du Bénin au Niger a présenté au chef de la diplomatie nigérienne une copie de ses lettres de créance. Le Niger, pour sa part, compte nommer très prochainement un ambassadeur à Cotonou. Ce rapprochement a pu être possible grâce à la médiation des présidents béninois Yayi Boni et Nicéphore Soglo. Tentons vers le retour à la normale des relations bilatérales entre le Niger et le Bénin. Quelles conséquences de ce rapprochement entre les deux nations? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos deux invités, M. Cheikh Sadibou Ndiaye, vous êtes spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci David. En face de vous, M. Momodou Thior, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci également, Thior, d'être là avec nous. Merci beaucoup, David, de l'invitation et je salue mon co-débatteur, Cheikh. Et je reste avec vous d'ailleurs, Thior. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui des relations bilatérales qui existent entre ces deux pays que sont le Sénégal et la Gambie? Je rappelle que ce sont deux pays en tout cas qui sont unis par beaucoup de choses, la géographie, l'histoire, en tout cas la même culture commune et bien d'autres choses également. Oui, quand vous regardez la carte des deux pays, vous comprenez combien les deux pays sont imbriqués. Et certains en caricaturant, mais c'est dans le bon sens, hein, disent que bon, la Gambie est une banane dans la gueule du Sénégal. Parce que quand vous quittez Dakar et certaines régions pour aller vers le sud, la Casamance, vous passez, pour être plus rapide, forcément par le territoire gambien. Donc, et quand vous regardez des deux côtés de la frontière, c'est presque les mêmes peuples. Je pense que c'est la colonisation qui est passée par là, mais on devait avoir un seul et unique peuple par rapport à cette Sénégambie-là. Quelque chose qui a été même expérimenté suite au coup d'état de Koukoy Samba Sagna au début des années 80, un peu ce Sénégambie-là, mais finalement... En 1981 et qui s'est soldé par un échec. Tout à fait, et qui n'a pas abouti. Mais je pense que les différents régimes qui se sont succédés, à part Yahya Jammeh qui était un peu hostile par moment, ils comprennent que les deux nations ne peuvent pas vivre dans l'animosité. Elles sont obligées de composer en bonne intelligence. Et c'est pourquoi d'ailleurs très souvent, quand un président est élu au Sénégal, son premier voyage, ou un de ses 2 premiers voyages, il le consacre à la Gambie et vice-versa. Et d'ailleurs, c'est ce que le président Bassirou Diomaye Faye a fait après son premier voyage consacré à la Mauritanie. Son deuxième voyage a d'ailleurs été consacré à la République sœur de la Gambie. Tout à fait, ça dénote des bonnes relations qui doivent unir les deux nations. Mais vous savez, on va y revenir. Au moment où le vice-président de Gambie était là, à la frontière, il y avait des bisbilles, les éternels bisbilles. Avec les transporteurs sénégalais. Et ça aussi, je pense et nous reviendrons tout à l'heure sur ce point-là. Ouais. Et Cheikh, les problématiques communes à la Gambie et au Sénégal, que sont la préservation de la forêt casamançaise, l'énergie, les questions sécuritaires, la pêche et le cadre institutionnel entre les deux États, ont fait l'objet de résolutions suite en tout cas aux séances de travail qu'ont eu le Premier ministre sénégalais et son homologue, le vice-président gambien. Que vous inspire en tout cas cette visite de travail de 2 jours entre les autorités sénégalaises et gambiennes? Oui, j'aimerais tout d'abord dire que cette visite de travail montre les liens intrinsèques qu'il y a entre le Sénégal et la Gambie. Comme l'a rappelé le doyen, vous savez, le Sénégal et la Gambie, c'est des pays frères, c'est des alliés, c'est des pays qui stratégiquement vraiment s'entraident. Donc ça ne peut être que bénéfique, en tout cas cette visite pour la République du Sénégal. Cela vous montre aussi que le Sénégal et la Gambie ont toujours noué des liens, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec cette tentative de fédération de 82 jusqu'à 89. Donc cela montre que c'est des États qui sont plutôt responsables, malgré ce qui s'est passé en 2017
avec le forcing de Yaya Jammeh, où on a vu l'intervention même de nos armées. Au niveau et un forcing où le Sénégal a joué un rôle important, en tout cas, pour permettre ce retour à l'ordre constitutionnel en Gambie, afin que le président Adama Barrow, qui a été élu, puisse être installé. Oui, pratiquement c'était le même cas lors des coups d'État de 81. Donc pour vous dire que le Sénégal et la Gambie, bon, je pense que c'est des pays alliés, des pays frères, des pays qui stratégiquement peuvent mettre en place des mécanismes qui vont aller dans un sens de renforcer nos liens économiques. Parce que quoi qu'on puisse dire, l'axe Dakar-Banjul, c'est 110 milliards. Donc après le Mali, la Côte d'Ivoire et la Guinée, il y a la Gambie aussi qui fait partie de nos partenaires économiques. Donc cette visite, c'est tout simplement pour renforcer nos liens de partenariat économique, mais aussi stratégique, parce qu'au niveau des frontières, comme on l'a rappelé aussi, peut-être il y a des couacs, il y a des problèmes. Même au niveau des forêts aussi, on a constaté peut-être des pénétrations venant de la Gambie ou je dirais même, je ne vais pas employer le terme mercenaires, ou des brigands entrent en territoire sénégalais pour couper du bois. Donc il y a beaucoup d'aspects qu'on peut étudier, qu'on peut vraiment mettre sur la table pour voir comment apporter des solutions. Et un point qui intéresse beaucoup d'ailleurs les autorités sénégalaises et gambiennes, la lutte contre la coupe abusive du bois dans les forêts casamançaises. Le président Bassirou Diomaye Faye, depuis son élection le 24 mars dernier, mise en tout cas beaucoup sur la diplomatie de bon voisinage. Nous avons vu que pour toutes ses premières visites officielles, il les a consacrées à ses voisins. Quelle lecture faites-vous sur cette diplomatie de bon voisinage prônée par les autorités sénégalaises? Il s'inscrit dans une vieille tradition, parce que ses prédécesseurs aussi ont fait pareil, vraiment en faisant en sorte que nos voisins puissent sentir que le Sénégal pense d'abord à eux avant de penser aux autres, parce que s'il n'y a que ça de vrai. Vous le rappeliez tout à l'heure, regardez le rôle que le Sénégal a joué quand Barrow Jammeh a voulu lui confisquer sa victoire électorale. Le Sénégal s'est pleinement impliqué à travers le président Macky Sall, qui en a fait une affaire personnelle jusqu'à l'intervention de la CEDEAO. Ça montre ô combien une Gambie qui nous est favorable peut nous être utile, parce que vous avez vu, avant avec Yaya Jammeh, c'était des hauts et des bas, et plus des hauts des bas d'ailleurs. À la limite, il nous faisait beaucoup de chantage avec la crise en Casamance. Vous avez vu, depuis l'installation de Barrow, c'est quand même les choses sont revenues à la normale, et là, nous avons de très bons rapports, surtout du côté du sud, avec cette rébellion casamançaise. On sait un peu à quoi s'en tenir, et c'est tout ça qu'il faut savoir lire à travers l'implication parfois qui peut même être gênante du Sénégal, mais quand on comprend un peu les enjeux in fine, on sait que le jeu en valait la chandelle. Et d'ailleurs, lors de cette visite, le vice-président de la République de la Gambie a estimé que le secrétariat sénégalo-gambien, institué depuis 1972, doit être redynamisé et renforcé. Une requête bien entendue également par la partie sénégalaise. D'ailleurs, le chef du gouvernement, le PM Ousmane Sonko, s'est d'ailleurs engagé à prendre toutes les dispositions pour nommer 3 représentants au niveau de ce secrétariat permanent sénégalo-gambien et trouver un siège également pour l'institution au Sénégal. Comment ce secrétariat pourrait davantage contribuer à assurer le suivi des accords aujourd'hui, de ces accords pris entre ces deux États-là que sont le Sénégal et la Gambie? Oui, parce que ce qu'on a vu après le coup d'État de Koukoy, cette confédération qui a mis en place la Sénégambie et qui a avorté. Si par exemple ça avait continué, peut-être on n'en serait pas là. Mais en remettant un peu ce secrétariat, les deux pays comprennent un peu les enjeux de l'heure. Parce qu'il est bien beau de se rencontrer. Moi, je me souviens du temps où Seynabou Ndiaye Seydi, c'était la vice-présidente, ils ont tenu des rencontres du genre, comme celle que Ousmane Sonko et Mohamed Bies Diallo viennent de tenir. Mais après, c'est le suivi qui pose problème. Et ce secrétariat va aider, parce qu'une chose est de se réunir, même de manière régulière, à Banjul, ici à Dakar, mais de faire le suivi des décisions qui ont été prises. Parce que je pense, l'exemple des transporteurs qui revient de manière récurrente, si on a un secrétariat comme ça, c'est des choses que les gens peuvent régler au niveau de ce secrétariat-là. Et pas mal de problèmes. La question de la coupe du bois qui traverse la Casamance pour entrer en Gambie, pour être exporté. Tout ça, ce secrétariat permanent, parce que ça aussi, la permanence va aider à
ce que les deux pays puissent se parler régulièrement sans attendre une rencontre au sommet entre le président de la République, entre les deux présidents de la République ou entre le vice-président et le Premier ministre. Et Thior, autant pour moi, Cheikh Sadibou, selon vous, comment aujourd'hui assurer également ce suivi des accords entre le Sénégal et la Gambie? Thior est revenu sur l'importance de redynamiser le secrétariat permanent sénégalo-gambien. Oui, effectivement, il est important de redynamiser ce secrétariat-là, mais aussi il est important que, certes, le président Bassirou Diomaye Faye s'est déplacé en Gambie, rencontré son homologue pour montrer sa disponibilité au niveau sous-régional, comme il l'a fait en Mauritanie et dans d'autres pays. Mais le cas gambien, pour moi, est un cas spécifique parce que le Sénégal et la Gambie, c'est pratiquement les mêmes peuples. On retrouve les Sénégalais au niveau de la Gambie, c'est le même cas aussi au niveau des frontières à Kaolack ou dans d'autres régions du pays. Donc il est important de mettre en place ces genres de mécanismes qui vont permettre à nos autorités de pouvoir se parler en cas de problème parce que ce qui s'est passé en Gambie en 2017 avec ce forcing qu'a voulu faire Yaya Jammeh montre que le Sénégal a des zones d'influence, c'est-à-dire la Gambie et des pays de la sous-région comme la Guinée. Donc ces zones d'influence-là compte pour le Sénégal sur le plan stratégique, mais aussi sur le plan humain. Parce que le Sénégal a toujours su faire montre de sa grande disponibilité sur le plan diplomatique. Vous avez vu lorsque Dadis Camara était arrivé au pouvoir en Guinée, et lors du coup d'État, Abdoulaye Wade s'est déplacé, donc il a essayé d'amener la paix là-bas. Donc c'est le même cas aussi en Gambie. Donc pour vous dire tout simplement que le Sénégal a des zones d'influence qui sont plutôt spécifiques, surtout pour le cas gambien, parce que la Gambie et le Sénégal, c'est des pays frères, c'est des pays qui ont, sur le plan historique, eu à vraiment traverser des situations assez difficiles, mais avec l'avènement de nos nouvelles autorités, surtout à sa tête le président de la République Bassirou Diomaye Faye et aussi le Premier ministre Ousmane Sonko, qui d'ailleurs, lors de cette rencontre avec le vice-président gambien, a souligné l'importance des autorités sénégalaises et gambiennes de se parler à tout moment, parce qu'il peut y avoir peut-être des couacs, mais cela n'empêche que nos autorités veulent vraiment aller vers la ramification de nos liens. Et bien avant même cette visite du vice-président gambien, également, une rencontre s'était tenue les 23 et 24 juillet dans la ville de Bakau, située sur la côte atlantique. C'était une rencontre du comité militaire conjoint Sénégal-Gambie, une information qui avait été donnée d'ailleurs par la DIRPA, la Direction des Relations Publiques des Armées. Comment de telles rencontres conjointes peuvent davantage également renforcer la coopération militaire entre les deux pays, puisque les enjeux sécuritaires également sont grands entre le Sénégal et la Gambie? Oui, déjà sur le plan militaire, le Sénégal et la Gambie ont signé des accords militaires, des accords qui permettent à nos deux armées de vraiment mener des coopérations sur le plan technique, mais aussi sur le plan du renforcement de la formation, ainsi de suite. Donc cela permet aussi aux autorités gambiennes de braser le savoir-faire sénégalais au niveau vraiment de nos camps militaires, parce que le Sénégal, quoi qu'on puisse dire, sur le plan sous-régional, a une confiance de la part de la communauté internationale. Je vous parlais de l'ONU, je vous parlais de ces grandes organisations qui ont confiance en l'armée sénégalaise. Donc vous avez vu notre armée intervenir dans la plupart des théâtres d'opération. On peut parler de Suez en 1956, on peut parler du Vietnam, ainsi de suite. Donc pour vous dire tout simplement que... En Gambie, où depuis l'installation du président Adama Barrow sous la bannière de la CEDEAO également, des forces spéciales sénégalaises contribuent également à soutenir sa sécurité, également à former des éléments des forces spéciales gambiennes. Donc cette réunion à Bakau montre que la confiance que les autorités gambiennes ont par rapport vraiment à notre armée. Maintenant, cela doit profiter aussi au Sénégal, parce que le Sénégal aussi doit continuer à montrer son savoir-faire, mais aussi en tendant ses tentacules au niveau de la sous-région. Je vous parlais du Mali, porter assistance à ces pays-là, sur le plan de la coopération militaire toujours, parce qu'actuellement, on voit que cette zone de la CEDEAO du Sahel-là est traversée par des crises. Et ces pays, quoi qu'on puisse dire, ont besoin d'aide, ont besoin d'assistance militaire. Donc cette assistance militaire va se faire dans un cadre plutôt technique, dans un cadre bien défini, avec un cahier des charges bien défini, je veux dire. Donc le Sénégal, en tout cas, pour le moment, avec la Gambie, est dans une très bonne voie, une voie qui va permettre vraiment à nos autorités de se retrouver autour de l'essentiel. Et nous abordons la question du transport que vous aviez commencé à développer tout à l'heure. À la date du 8 août dernier, depuis plus de 10 jours en tout cas, des camionneurs sénégalais avaient commencé à manifester leur mécontentement là où ils étaient stationnés à Keur Aïb et à Sénoba, à la frontière gambienne. Ces derniers contestaient
implanté le système de balises consistant à payer 16 000 francs en traversant aujourd'hui la Gambie, 16 000 francs à l'aller et 16 000 francs au retour. Aujourd'hui, comment mettre fin à ces tracasseries des transporteurs sénégalais en territoire également gambien? Je pense faire savoir aux uns et aux autres, que ce soit côté Sénégal ou côté gambien, que nous sommes quand même dans l'espace CEDEAO. Et quand on dit CEDEAO, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Certes, les douanes doivent faire le travail pour faire entrer dans les caisses de l'État de l'argent, mais il faut savoir raison garder, parce que quand vous voyez les chauffeurs sénégalais, ils estimaient quand même que ce que les douaniers gambiens réclamaient comme droit d'escorte, c'est-à-dire dans le business de transport de marchandises, il faut une escorte douanière, et ce qu'ils demandaient aussi en termes de droits était quand même exorbitant. Et les transporteurs sénégalais, selon eux aussi, ne transportaient pas du matériel douanier, mais des produits sénégalais. Tout à fait. Et à ce niveau-là, c'est pourquoi je reviens un peu à ce que j'ai posté là de départ. Il faut qu'on puisse, dans le cadre de la CEDEAO, même pour ces tarifs douaniers, qu'on puisse harmoniser. Parce que si chaque pays peut appliquer ses propres tarifs, ça peut nous amener des problèmes, parce que les Sénégalais ne comprendraient pas que pour la même marchandise où ils savent ce qu'on doit faire, ce qu'on doit payer du côté sénégalais, quand vous traversez la frontière, peut-être vous payez le double ou bien au moins plus que ce qu'on paye au Sénégal. Ça, il y a un effort d'harmonisation au niveau de la CEDEAO qui doit se faire, parce que ça nous évitera un peu ces quiproquos-là, parce que chaque pays, s'il veut mettre en avant ses intérêts au point de fouler au pied que nous partageons tous la CEDEAO pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, ce serait vraiment dommage. Et le vice-président gambien, l'événement en tout cas, ou bien ces contestations l'a trouvé à Dakar, et il s'est engagé à trouver dans les meilleurs délais également des solutions à ces problèmes que rencontrent les transporteurs sénégalais au niveau des frontières gambiennes. Cheikh, comment ce renforcement également de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Gambie pourrait permettre aussi de mieux cerner ou bien de trouver même une solution définitive peut-être à ce conflit qu'il y a au sud du Sénégal, plus particulièrement en Casamance, puisque je le rappelle, sous le régime du président Yahya Jammeh, il arrivait aussi que des chefs du MFDC se replient vers la Gambie une fois qu'ils étaient pourchassés par l'armée sénégalaise. Comment aujourd'hui ce raffermissement de la coopération, surtout sur le plan militaire, peut permettre d'arriver à une solution dans ce conflit-là? En tout cas, sur le plan militaire, le Sénégal, certes, les pays ont servi à être des bases de recul des forces du MFDC, mais ce que je peux dire actuellement, c'est que sur le plan militaire, malgré cette coopération qu'il y a entre le Sénégal, la Gambie et les autres pays de la sous-région, le Sénégal en tout cas s'est doté, le Sénégal s'est renforcé sur le plan militaire et sur le plan du renseignement, de telle sorte qu'il ne peut plus y avoir une certaine force qu'on permet à ces rebelles-là de pouvoir prendre des villages ou des sous-préfectures pendant une certaine durée. En tout cas, je veux dire que l'armée sénégalaise, elle est assez puissante par rapport à cela. Maintenant, cela n'empêche pas d'essayer de coopérer avec la Gambie, je veux parler de la Guinée aussi et de ces autres pays-là qui servent de base de retrait vraiment de ces rebelles-là. Oumar Sissoko Embaló, vous avez vu, le président de la République, Diomaye Faye, s'est déplacé au niveau de la Guinée pour essayer de raffermir ses relations avec ces pays. Et tout simplement aussi sur le plan militaire pour essayer de montrer à ces pays-là aussi. Et même pour rester avec ce président que vous avez cité, Oumarou Sissoko Embaló, lors d'un récent problème, un incident ou bien des conflits communautaires qu'il y a eu à Médina Gounass, il a même pris la responsabilité de fermer la frontière de la Guinée-Bissau pour aujourd'hui éviter que cela ait plus d'impact, que des gens puissent quitter la Guinée-Bissau et venir également attiser encore ce conflit-là. Oui, en tout cas, nos dirigeants, depuis l'ère Abdoulaye Wade, l'ancien président, l'axe Bissau, Conakry, Banjul et Dakar. En tout cas, l'axe-là, les dirigeants ont compris la nécessité d'apaiser ces zones de tension-là, d'essayer de vraiment ramener les populations et ces protagonistes aussi à la raison. Parce qu'actuellement, je le répète, partout le monde a changé. Ces zones ont besoin de développement. Et comme je l'ai dit tantôt, le développement, c'est investir dans les besoins primaires, permettre aux populations d'avoir accès vraiment à la santé et à d'autres aspects, à l'éducation. Donc, sur le plan militaire, en tout cas, le Sénégal est en train de faire des avancées technologiques aussi, mais aussi des avancées sur le plan de
de la formation avec différentes coopérations. Déjà à Dakar, on forme beaucoup de nationalités. Je veux parler des Tchadiens, des Nigériens, et ainsi de suite. Donc pour vous dire qu'actuellement, la Gambie, certes, il est bien de renforcer nos relations sur le plan militaire, mais aussi il est important que le Sénégal puisse montrer sa fermeté par rapport à cette région-là, par rapport à ce conflit-là. Sinon, on risque de voir des débordements venant vraiment de l'étranger. Vous avez vu notamment au Mali avec l'ambassadeur ukrainien qui était à Dakar, ce poste-là qu'il a fait. Finalement, il a été rappelé à l'ordre par le Sénégal. Et cela a d'ailleurs conduit à la rupture des relations diplomatiques entre le Mali et l'Ukraine et entre le Niger également et l'Ukraine. Et Thior, vous parliez tout à l'heure de libre circulation conformément aux principes de la CEDEAO, la communauté ouest africaine. Je précise qu'en Gambie également, une nouvelle taxe a été fixée à tous les voyageurs africains comme internationaux. Il s'agit de 12 000 francs CFA, soit environ 10 € à payer à l'aéroport à l'entrée comme à la sortie du territoire gambien. Comment veiller à davantage faciliter la libre circulation des personnes, surtout conformément aujourd'hui aux principes qui régissent la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? C'est sensibiliser les populations par rapport à l'appartenance au niveau de la CEDEAO. Je pense que le Sénégal est un bon exemple en la matière. Regardez, nous sommes tous détenteurs d'une carte d'identité où c'est écrit CEDEAO, avec laquelle on est censé pouvoir bouger dans les 15 États membres pour l'instant. Et si les 3, Mali, Niger, Burkina, campent sur l'opposition, on en sera à 12. Mais même si c'est à 12, les gens doivent pouvoir, dans les autres pays, faire comme le Sénégal, ce qui n'est pas le cas. Quand nous avons tous l'habitude de voyager en tant que journaliste, vous voyez que dans d'autres pays, ils n'ont même pas encore la carte d'identité CEDEAO. Je pense que c'est vers ça qu'il faut d'abord aller, faire en sorte, après, si dans certains de ces pays, même membres de la CEDEAO, à l'arrivée, c'est le visa on arrival que vous demandez, c'est-à-dire le visa à l'arrivée, le cachet du visa à l'arrivée, alors que ce sont des pays dans l'espace CEDEAO. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Et je pense que les populations doivent même avoir une attitude de défiance par rapport à ces trucs de visa on arrival. Parce que ce qui doit se faire, c'est que quand vous avez votre carte nationale d'identité, quand c'est écrit CEDEAO, vous devez pouvoir vous mouvoir dans l'espace CEDEAO. Et ça, dans beaucoup de pays, moi j'ai fait l'expérience au Cap-Vert, ce qui n'est pas le cas. Il y a beaucoup de tracasseries, et alors que le pays est membre de la CEDEAO. C'est à ce niveau-là que le bas blesse, et à ce niveau-là qu'il faut corriger si nous voulons éviter tous ces impairs-là. Et cher Sadibou, pourrait-on assister à une nouvelle confédération sénégambienne après l'échec en tout cas de l'expérience de 1981, puisqu'on a vu récemment également les pays de l'AES se réunir également en confédération? Je précise que le président Bassirou Diomaye Faye rappelle très souvent également la volonté du Sénégal de rester dans cet espace-là qui est la communauté ouest-africaine, la CEDEAO. Oui, bon, entre le Sénégal et la Gambie, c'est une longue histoire. Certes, il y a eu cette confédération-là de 82 à 89. Maintenant, peut-être actuellement avec nos nouvelles autorités qui sont plutôt des panafricanistes, qui sont solidaires par rapport à cet esprit-là de fédération, d'union du continent et d'union des zones du continent. Donc nous espérons peut-être un lancement bientôt d'un semblant ou d'une véritable fédération, parce que l'autre fédération pratiquement, c'est le Sénégal qui avait quitté cette fédération-là, prétextant que les intérêts étaient divergents entre les deux États. Donc actuellement, Ousmane Sonko, actuel Premier ministre, en tout cas, vu sa disponibilité par rapport au vice-président gambien, nous pensons que peut-être ils vont mettre en place de nouvelles bases par rapport à la coopération, mais aussi des bases qui vont permettre à un moment donné de l'histoire à ces deux États-là de s'unir, tout simplement de devenir une seule nation, de devenir un seul État, donc où chaque État va être peut-être souverain, va continuer à garder ses prérogatives, mais avoir vraiment un cadre fédéral. Une forme de confédération comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Et le Sénégal et la Gambie ont également tenu la 10e réunion bilatérale entre les douanes sénégalaises et gambiennes. C'était à Dakar et sous la présidence également du directeur de cabinet du ministre des Finances et du Budget. Selon vous, quel avenir aujourd'hui des relations bilatérales entre la Gambie et le Sénégal, puisque nous le rappelons depuis tout à l'heure, ce qui unit en tout cas ces deux pays est beaucoup plus important que leurs différences? Oui, l'avenir doit être prometteur, parce que quand on a vu ce qui s'est passé sous Yahya Jammeh et celui qui est là maintenant, Adama Barrow, et on en a profité d'ailleurs, quand vous regardez comment Macky Sall et même la Guinée-Bissau, quand on a par ricochet, à un certain moment, les gens disaient que Macky Sall est quand même
bien loti, parce qu'il avait réussi à mettre ses hommes et en Gambie et en Guinée-Bissau, ce qui est très bon en matière de diplomatie. Mais quand vous comprenez un peu le mindset des Gambiens, il ne faut pas vendre la peau de l'ours, parce qu'après Barrow, on ne sait pas qui va venir. Et souvent, les Gambiens ont les nerfs à fleur de peau. Par rapport à nous, il faut oser dire les choses. Souvent, il y a un complexe qui est là. Ils se disent que oui, les Sénégalais veulent toujours fanfaronner devant nous. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut arriver à gommer, parce que tant qu'ils ont ça en tête, quel que soit celui qui peut les diriger, on n'est pas sorti de l'obèse. Et si, par exemple, le président de la République est aussi carré que les populations, ça, c'est comme ce qu'on a vu sous Yahya Jammeh. Donc Barrow, pour l'instant, fait notre affaire, mais après Barrow qui va venir, c'est à ce niveau-là qu'il faut peut-être être prudent. Mais si celui qui va lui succéder est comme Barrow, sincèrement, je pense que nous allons vers un avenir prometteur, mais dans ce cas, il faudra peut-être que le succès de Barrow ne soit pas comme Yahya Jammeh. Un avenir prometteur, c'est ce que recherchent également deux pays en tout cas qui avaient des relations diplomatiques tendues. Il s'agit du Bénin et du Niger, deux pays qui tendent en tout cas à décrisper cette situation. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Débrief. Cher Sadibou, entre le Bénin et le Niger, on note de plus en plus une décrispation des relations bilatérales entre les deux pays. L'ambassadeur du Bénin s'est présenté au ministre nigérien des Affaires étrangères. Ce dernier compte également nommer très prochainement un ambassadeur à Cotonou. L'ancien ambassadeur avait été rappelé au début de la crise entre les deux pays. Que pensez-vous de ce retour à la normalisation entre le Bénin et le Niger? Nous pensons qu'il faut aller vers une décrispation des relations diplomatiques, parce que il faut rappeler aussi les faits, parce que tout débute en 2023 lors du coup d'État et que la CEDEAO avait sanctionné pratiquement le Niger et avait même brandi le prétexte d'envoyer une force pour rétablir l'ordre constitutionnel. Et dans cette force-là, le Bénin avait prévu aussi d'envoyer ses hommes, donc ce qui a fait réagir vigoureusement c'est les autorités du Niger. Maintenant, cette zone de tempête est passée. Il faut aller vers l'accalmie, il faut essayer de vraiment retrouver les deux protagonistes entre le Bénin et le Niger. Certes, il y a eu des moments difficiles, la fermeture des frontières. Bon, le Bénin les frontières aussi, toujours fermées d'ailleurs. Les frontières toujours fermées. Le Bénin aussi avait pratiquement fermé le robinet du pétrole qui transitait dans son pays. Donc tout ça montre aussi que entre F africains, des fois, il faut privilégier les négociations. Certes, la CEDEAO avait fait des sanctions, c'est ça la norme, c'est ça les textes de la CEDEAO. Mais certes, aussi, il faut remarquer qu'il y a d'autres acteurs qui sont impliqués dans ce problème-là. Je vous parlais de la Chine, je vous parlais de la France, parce que les autorités du Niger reprochaient au Bénin d'héberger des bases françaises. D'ailleurs, c'est ce qui avait conduit les autorités nigériennes à dénoncer l'accord militaire qui les lie au Bénin, parce qu'ils les accusaient d'héberger en tout cas une base arrière de la France. C'est des informations que les autorités béninoises ont toujours réfutées d'ailleurs. Et ils ont parfaitement raison. La Chine aussi qui est acteur de ce problème-là, parce que la Chine profitait du pétrole nigérien. Donc, il était important que les autorités chinoises puissent parler aux autorités du Bénin et du Niger pour les faire revenir autour de la table de négociation. Donc pour vous dire que, en tout cas, ces deux États s'acheminent vers le dialogue, ils s'acheminent vers vraiment des positions plutôt diplomatiques, des positions plutôt conformes par rapport à ce qu'on doit avoir au niveau africain. Donc il est important de les accompagner et de faire comprendre aux autorités de ces deux pays-là que le problème de l'Afrique actuellement, c'est un problème de développement, c'est un problème lié vraiment à la sécurité, au terrorisme. Donc il faut relever ces défis-là au lieu d'être dans ces petits querelles entre États. Et Thior, vous, quel regard portez-vous sur ce dégel noté progressivement entre le Bénin et le Niger? Mais saluer le rôle, comme vous l'avez rappelé, joué par les d'anciens présidents. Et c'est là où... Les présidents Nicéphore Soglo et Yahi Boni. C'est là où on dit souvent qu'il y a une vie après la présidence. Vous avez vu, Talon fougueux, jeune président fougueux qui pense que le Bénin est une entreprise comme il a eu à gérer ses entreprises et qui n'a pas voulu comprendre. De l'autre côté, c'est des militaires, ils ne comprennent absolument rien à la géopolitique. Donc les deux côtés, les positions étaient irréconciliables. Il a fallu que Yahi Boni et Nicéphore Soglo s'impliquent
en faisant comprendre à Talon que ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Le Bénin a tout à gagner à avoir le Niger, parce qu'on parlait de la Gambie et du Sénégal, c'est la même chose. Toutes les marchandises nigériennes transitent par le Bénin. Le Bénin d'ailleurs sert de façade maritime au Niger qui n'a pas de façade maritime. Donc un pays comme ça, vous ne pouvez pas vous mettre en mal contre lui, parce que économiquement parlant, c'est le Bénin qui perd. Donc à la limite, le Niger peut se passer du Bénin, mais le Bénin ne peut pas se passer du Niger. Donc ce qui fait que quelque part, les deux pays sont vraiment liés par les relations économiques, mais aussi par les rapports. Ils partagent la CEDEAO, même si du côté du Niger, ils ont des velléités de quitter. Je pense que les deux présidents, il faut vraiment mettre ça à leur actif. Ils ont su trouver les bons mots du côté du Niger en se déplaçant. Et quand ils sont rentrés, faire savoir au président Talon qu'il faut vraiment mettre de l'eau dans son vin. Et que pensez-vous de ce rôle que ces deux anciens présidents béninois, Yayi Boni et Nicéphore Soglo, ont joué dans le cadre de ce rapprochement-là entre les deux pays? Mais c'est un rôle de sage, parce que quand vous avez dirigé un pays, pour Nicéphore, c'est un seul mandat, mais malgré tout, quand même, à son âge, il est devenu un sage du Bénin. Yayi Boni aussi, quoi qu'on dise, après ces 2 mandats. Donc là, ils se sont dit, en regardant un peu tout ce qui s'est passé et les conséquences, parce qu'on allait tout droit dans le mur là. Ils se sont dit ça, franchement, comme ils ont plus d'expérience que Talon qui est toujours au pouvoir et qui des fois voit les choses de manière conflictuelle, ils se sont impliqués en mettant en avant leur expérience en tant qu'ancien président de la République du Bénin, et heureusement que ça a marché. Et cher Sadibou, le 24 juillet dernier, le général Mohamed Toumba, ministre nigérien de l'Intérieur, s'est également rendu à Cotonou à la tête d'une délégation de haut niveau. Ils ont d'ailleurs été reçus par le président Patrice Talon. Ils étaient porteurs d'un message de son homologue du Niger, le président Tchiani. Les douanes nigériennes ont aussi effectué une visite au Bénin en mars dernier, tentant ainsi vers la réouverture prochaine également de la frontière entre le Niger et le Bénin. Je rappelle que le Bénin a toujours été favorable à cela, et Talon avait même annoncé la réouverture de la frontière, en tout cas du côté béninois, mais ça a bloqué encore du côté du Niger. Oui, effectivement, on tend vers cette réouverture-là. Il fallait s'y attendre, malgré ces problèmes qu'il y a eu entre ces deux pays. Moi, personnellement, je savais que tôt ou tard, ils allaient se retrouver, parce que le Niger ne pouvait pas digérer le fait que le Bénin puisse essayer de participer à cette force peut-être de la CEDEAO qui voulait envahir vraiment son pays. C'est ça que les autorités nigériennes jusqu'à présent reprochaient au Bénin. Mais cela est compréhensible aussi, parce qu'on est dans la CEDEAO, et la CEDEAO, lorsqu'elle se réunit et décide de quelque chose, il faut essayer de l'appliquer. Vous avez vu le cas gambien, lorsque la CEDEAO avait mandaté au Sénégal et à d'autres pays d'aller vraiment rétablir l'ordre constitutionnel. Le Sénégal ne l'a pas fait de son plein gré. Le Sénégal a été pratiquement envoyé par la CEDEAO est aussi mandatée par le Conseil de sécurité. Donc pour vous dire tout simplement que ces choses-là, ça arrive, mais à un moment donné, il faut que nos États puissent se retrouver autour de l'essentiel. Et actuellement, on tend vers ce dégel-là comme du temps de la guerre froide, mais ça va vraiment profiter aux populations, parce qu'on sait que cette zone, surtout au niveau du Niger, c'est des zones arides, des zones qui n'ont pas accès vraiment à la mer, des zones qui sont difficiles vraiment d'accès, donc dominées pratiquement par la pauvreté et d'autres souffrances qui gangrènent ces populations-là. Donc du côté de la population, en tout cas, c'est un bouffée d'air. Cela va permettre aux populations des deux États vraiment de retrouver l'essentiel. Les commerçants et surtout transporteurs des deux pays ont beaucoup souffert également des conséquences de cette fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. Effectivement, parce que, quoi qu'on puisse dire, le Bénin et le Niger fait partie de ses partenaires stratégiques, comme le cas qu'on traitait tout à l'heure. Parce que le Bénin et le Niger, les échanges économiques tournent autour de milliards et des milliards de francs CFA. Donc pour vous dire que cela touche de plein fouet ces commerçants-là, mais aussi ces transporteurs. Parce que, comme je le rappelle souvent, en Afrique, il faut cette empathie, il faut vraiment cultiver cette empathie entre États, mais aussi entre peuples. Parce que la plupart de cette région est dominée par la pauvreté. Lorsque vous prenez l'indice de développement humain de ces zones-là, ce sont les indices de développement humain les plus faibles de la planète. Donc mieux vaut
coopérer et mettre en place des systèmes qui vont permettre à ces États-là de trouver des solutions par rapport à leur développement, au lieu de s'auto-sanctionner, au lieu que l'organisation aussi sous-régionale essaie de sanctionner vraiment ces États. Certes, on ne dit pas que les coups d'État sont bons ou sont bénéfiques pour les populations, mais on dit que lorsqu'il y a ces genres de situations-là, il faut privilégier le dialogue, il faut privilégier les pourparlers pour permettre vraiment aux populations de s'en sortir. Parce que lorsqu'on sanctionne le Niger, on ne sanctionne pas pratiquement les autorités, on sanctionne pratiquement les populations nigériennes. Donc la CEDEAO doit plutôt se tourner vers des ciblages, des sanctions ciblées peut-être contre les autorités. Au lieu de sanctionner tout un État, cela conduit vraiment à ces populations-là vraiment de vivre la misère. Allez-y. De l'ampleur du problème entre les deux pays, vous parlez un peu des commerçants. Si vous allez à la frontière entre les deux pays, il y a des dizaines de camions qui sont stationnés là depuis des mois. Et les camionneurs vous disent, tant que les marchandises sont en état de pouvoir être consommées pour ce qui est de l'alimentaire et autres, il n'y a pas de problème, on peut patienter. C'est-à-dire, là, il faut accélérer la cadence pour faire en sorte, comme vous l'avez... Parce que du côté du Bénin, ils avaient même ouvert. Donc c'est le Niger qui n'avait pas accepté d'ouvrir de son côté. Mais là, comme vraiment la glace est brisée, ils commencent à se parler, ça ne saurait tarder parce que tous les deux pays ont intérêt à se réconcilier rapidement au grand bénéfice des populations. Tous les deux populations. pays gagneraient en tout cas à davantage se rapprocher et un méga oléoduc d'ailleurs doit relier ou bien relie le Bénin au Niger et ça a été mis en service d'ailleurs en fin 2023. L'oléoduc va acheminer d'Agadem au Niger vers la station terminale de Sémé côté béninois, également du pétrole entre ces deux pays-là. La production annoncée est de 90 000 barils par jour. Les enjeux économiques autour de cet oléoduc, est-ce que cela ne justifie pas également ce retour en tout cas à la normale dans les relations entre les deux pays? Tout à fait, et quand on voit ceux qui sont derrière cet oléoduc-là, ils ne voulaient pas faire un investissement à perte parce que plus les jours vont passer, plus cet argent-là qu'ils ont mis dans ce méga projet allait donc leur tomber sur la figure. Et tout ça, l'entreprise chinoise MPC. C'est pourquoi les Chinois ont beaucoup insisté pendant cette crise pour faire en sorte que les deux pays se parlent, parce qu'aussi ils ont intérêt, sinon les affaires n'ont pas besoin de bruit, et tout ça a pesé. On sait un peu comment les Chinois sont très présents de plus en plus en Afrique et n'auraient pas accepté, par exemple, parce que du côté du Niger, il y a les Russes qui font leur poussée, qu'ils soient peut-être, même s'ils sont en bon terme avec la Russie, que par exemple, ce point-là, qu'il y ait une remise en cause un peu de cette mainmise qu'ils ont sur ce projet-là de l'oléoduc qui doit relier les deux pays. Et nous le rappelions depuis tout à l'heure, Sadibou, le Bénin est favorable à cette réouverture des frontières avec le Niger et avait même réouvert en tout cas la frontière côté béninois. Mais selon vous, quelles garanties aujourd'hui doivent donner les autorités de Cotonou aux autorités nigériennes de la transition, surtout sur le plan sécuritaire, puisque la principale crainte également des autorités de la transition, c'était la sécurité intérieure du Niger? En tout cas, pour moi, d'abord, la première des garanties, c'est d'ouvrir les frontières de manière vraiment normale et vraiment que les populations, en tout cas, et les commerçants, ainsi de suite, puissent continuer leur transition entre États. Donc, mais ce qu'on oublie aussi de dire, Daouda, c'est comme vous l'avez relevé tout à l'heure avec le doyen, le plus grand partenaire, le plus grand gagnant aussi de l'ouverture de ces frontières-là actuellement, c'est la Chine. Parce que les autorités nigériennes ont eu... Également les populations de ces deux pays. Mais aussi les populations des deux pays. Mais la Chine, comme vous le savez, fait partie de ces partenaires-là privilégiés de ces deux États. Donc les autorités du Niger ont eu même à mettre pression sur la Chine pour que les autorités de Pékin puissent parler aux autorités béninoises. Parce qu'on sait que la Chine profite vraiment de cette manne pétrolière-là à travers ces entreprises qui ont construit l'oléoduc et ainsi de suite. Donc pour vous dire qu'actuellement, ces garanties-là vont permettre, en tout cas, ces garanties apportées par les Béninois vont permettre en tout cas aux autorités du Niger d'accélérer la cadence par rapport à l'ouverture de ces frontières-là, comme vous l'avez dit, les ambassadeurs, les échanges d'ambassadeurs, ainsi de suite. Donc cela vous montre en tout cas qu'actuellement, les autorités de ce pays sont disponibles par rapport à
à l'ouverture des frontières, mais aussi par rapport au renforcement des liens diplomatiques, mais aussi permettre vraiment à la population, comme vous l'avez tout à l'heure soulevé, de pouvoir bénéficier de ces ouvertures-là. Et par rapport au renforcement des liens ou bien des relations bilatérales entre les deux pays, comment également davantage renforcer cette coopération sécuritaire si l'on sait que les deux pays, en tout cas, vivent les mêmes conditions, puisque le Niger appartient au Sahel qui fait face à la menace terroriste, une menace également qui progresse depuis quelques années du Sahel à partir du Burkina vers le golfe de Guinée auquel appartient aujourd'hui le Bénin. Comment donc davantage renforcer la coopération militaire entre ces pays-là du golfe de Guinée comme le Bénin et du Sahel comme le Niger? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est le Niger qui est le plus touché par rapport à ces problèmes liés au terrorisme. Certes, il y a des menaces qui planent autour peut-être du Bénin, mais on sait qu'en tout cas actuellement, de manière factuelle, c'est le Niger qui est le plus touché. Et le Niger aussi a plus d'expérience par rapport à la lutte contre le terrorisme que le Bénin. Donc cela peut permettre vraiment aux autorités béninoises de renforcer aussi leurs liens sur le plan militaire du côté de la formation de leurs soldats par rapport à cette lutte contre le terrorisme. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que le Niger actuellement est en train de faire des avancées sur le plan de la lutte contre le terrorisme parce que beaucoup de zones aussi où il y a eu des percées terroristes, l'armée du Niger actuellement a su contrôler ces zones-là. C'est pourquoi vous n'avez pas vu tant d'attaques ces derniers mois-là dans ce pays-là parce que actuellement, l'armée s'est dotée de moyens, de drones, de missiles, d'aspects militaires qui lui ont permis de repousser pratiquement ces attaques-là, mais aussi cette coopération mise en place par le Liptako Gourma, au niveau de ce Liptako Gourma-là, entre le Mali, le Niger et le Burkina. D'ailleurs, une coopération qui permet à ces différents pays de l'AES de pouvoir mener des patrouilles de part et d'autre de leurs trois frontières également. Effectivement, c'est ça. Donc le Niger est en train de bénéficier de cela parce que moi, j'ai vu à travers des vidéos où des drones du Burkina ont patrouillé en zone nigérienne. Donc pour vous dire tout simplement que cette coopération militaire-là peut-être sera bénéfique aussi pour des pays comme le Bénin. Donc en tout cas, il est important pour que ces deux États puissent jeter de véritables bases qui vont permettre de ne plus avoir ces genres de situations actuelles. Une façon pour le Bénin également de bénéficier de cette expérience nigérienne afin de prévenir également cette menace terroriste. Et Thior, quelles conséquences également de ce rapprochement entre les deux pays? Je veux bien sûr parler du Bénin et du Niger. Oui, par rapport à la coopération, par exemple au plan militaire, on ne le dira jamais assez, mais je le dis souvent, la lutte que ces trois pays mènent, le Mali, le Niger et le Burkina, la CEDEAO aurait pu être beaucoup plus utile en y amenant des forces. Parce que certes, au départ, il y a eu un choix qui a été fait à travers le G5 Sahel, mais on a vu comment ça s'est terminé. Mais il faut, par exemple, en un certain moment, vous l'avez rappelé, les Nigériens soupçonnaient les Béninois de connivence avec les Français pour les déstabiliser. Donc là, ils ont donné des gages. Les militaires donc, du Bénin peuvent bien aller prêter main forte. Parce que ce qui se passe, c'est que vous avez vu, il y a eu des attaques sporadiques avec des morts des gens qui traversent la frontière béninoise. Donc un rapprochement aiderait les deux pays à mutualiser davantage leurs forces pour faire face à un ennemi commun. Et cet ennemi-là, d'ailleurs, même nous au Sénégal, les gens doivent unir leurs efforts pour lutter contre tous ces terroristes-là qui sont en train de vraiment semer le chaos et la terreur dans les trois pays que je viens de citer, Mali, Niger et Burkina Faso. Et on sait que s'ils finissent de mettre du détordre là-bas, ils vont traverser les autres frontières. Ils le font de temps en temps, d'où l'intérêt d'aller vraiment faire en sorte que la CEDEAO puisse avoir une force pour aller combattre Et pour le cas du Sénégal, c'est un pays également qui mise beaucoup dans la prévention aujourd'hui par rapport à cette menace terroriste-là. On reste sur la CEDEAO que vous avez soulevée. La CEDEAO avait une force, en tout cas, la force régionale qui était une force pour les putsch et également pour la lutte contre le terrorisme. Mais sous la présidence du président Tinubu, en tout cas le président Tinubu qui a été réélu à la tête de l'institution, il compte pour cette fois-ci plus mettre l'accent sur la lutte contre le terrorisme et essayer de voir comment soutenir les pays du Sahel, même s'ils se disent avoir quitté la CEDEAO. La CEDEAO est dans cette dynamique de voir comment cette force également pourrait soutenir les pays du Sahel dans cette lutte contre le terrorisme, la force régionale de la CEDEAO. Oui, ça prend du temps et on sait que maintenant,
Tinubu a d'autres chats à fouetter dans son pays. Donc, avec la crise, avec la crise actuelle, avec les manifestations, on sait que lui, presque fraîchement élu président de la République, on lui a donné la CEDEAO. Moi, je suis très critique par rapport à ce choix-là. Par exemple, le président Ghazouani, qui est le président de l'Union africaine et qui devait remettre son mandat en jeu. Si, par exemple, il était allé aux élections, qu'est-ce qu'il allait arriver? Son successeur allait prendre le relais alors qu'il vient fraîchement d'être élu. Donc il faut peut-être revoir les schémas, même si c'est peut-être le turnover là qui fait de sorte que bon, c'est lui qui devait être élu, mais ça repose. Tinubu, on lui a donné très tôt la présidence de la CEDEAO. On a vu les problèmes qu'il a amenés, même entre le Niger et le Bénin, parce que tout de suite, ils ont pensé qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont fait en Gambie, alors que ça ne marche pas dans tous les pays. Alors, par solidarité, le Bénin devait quand même être solidaire, comme vous l'avez rappelé, mais ça, il faut que les gens puissent aider le président Tinubu, parce que là, je ne pense pas qu'il puisse faire même mieux que par rapport à son premier mandat, parce que vous avez vu, après le sommet, lors du sommet de la CEDEAO à Abuja, c'était même pas lui qui devait remplir, ils ont cherché un candidat, même notre président Bassirou Diomaye Faye, on lui a voulu lui filer le bébé, il a décliné l'offre, ça veut dire qu'on l'a reconduit par défaut. Et ça aussi, en de pareils cas, je ne pense pas qu'il puisse faire des résultats. Et Cheikh, que pensez-vous de cette nouvelle proposition de la CEDEAO, avoir cette force régionale qui était initialement dite une force de lutte contre les coups d'État et de lutte contre le terrorisme, plus l'orienter vers la lutte contre le terrorisme, surtout face à ces pays du Sahel qui font face à la menace? Je pense qu'il faut plus l'orienter vers la lutte contre le terrorisme. Comme l'a dit le doyen, ces pays ont besoin d'assistance militaire actuellement. Parce que quoi qu'on puisse dire, le Mali, certes, est en train de faire des avancées sur le plan militaire parce que beaucoup de groupes terroristes ont été repoussés. C'est le même cas du Burkina et du Niger. Mais cette force que la CEDEAO a mise en place a été déployée peut-être dans d'autres théâtres d'opération. Je vous parlais même de la Gambie, de la Sierra Leone, ainsi de suite, du Libéria. Donc la CEDEAO a toujours usé de force militaires pour résoudre peut-être des situations un peu délicates. Mais actuellement, la situation au Sahel a plus besoin de cette force-là. Sinon, on risque de voir vraiment ces pays de l'AES continuer à se braquer parce que toujours ils reprochent à la CEDEAO lors de ces fameuses attaques terroristes-là, la CEDEAO n'a pas réagi militairement pour les apporter du soutien. Au contraire, la CEDEAO s'est braquée sur elle-même et a pris des sanctions, et des sanctions que moi je traite de dictat parce que ces sanctions-là ont pratiquement vraiment déranger ces pays-là, si je peux m'exprimer. Ces sanctions ont vraiment continué à appauvrir beaucoup de zones au niveau de ces pays-là, parce qu'on sait que le partenariat entre le Sénégal et le Mali, le partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, et ainsi de suite, c'est des partenariats stratégiques. Donc il faut aller dans le sens de les renforcer. Mais au lieu de cela, on a vu des sanctions, vraiment des sanctions difficiles, très lourdes, prises contre ces États-là. Et ce sont les populations qui ont empathie par rapport à cela. Maintenant, cette force-là, pour moi, il faut plutôt l'orienter vers la lutte contre le terrorisme et que cette force soit efficace. Et je veux même dire rapide. Parce qu'actuellement, vu la situation géopolitique internationale, on voit les Ukrainiens s'impliquer dans nos problèmes liés au terrorisme. Il est important que la CEDEAO puisse être ferme par rapport à sa décision, par rapport au déploiement de cette force-là. Sinon, on risque de voir le continent africain être le théâtre vraiment de la Russie, des États-Unis, de la Chine. Ils risquent même de faire une guerre ici et après de rentrer chez eux. Éviter que l'Afrique ne soit aujourd'hui ce terrain de bataille géopolitique-là. Allez-y. Dans le cas, quand vous regardez comment les Nigériens ont conduit les militaires américains pour amener les militaires russes. Donc, la base d'Agadez, tout à fait. Occuper les militaires. Donc, là, la lutte que les grandes puissances mènent entre elles est en train de transférer en Afrique, parce qu'ils comprennent les enjeux. Je pense que quand vous regardez le sous-sol de tous ces pays-là, c'est des sous-sols riches. Et ça aussi, nous devons y veiller à ce que peut-être la lutte pour une meilleure sécurité n'amène pas ces pays à être exsangues, parce que les grandes puissances, vraiment, ce n'est pas des enfants de cœur. À la suite de ce rapprochement-là noté entre les deux pays, comment veiller également au suivi, en tout cas, pour éviter que la situation de 2023, comme ce qui s'est passé en 2023, cette méfiance qui a conduit à la fermeture des frontières entre les deux ne se reproduise? Comment veiller au suivi, en tout cas, de tout ce qui a été retenu, que ce soit des accords et des discussions? Mais c'est matérialiser d'abord l'ouverture de la frontière des deux côtés. Parce que si les populations peuvent aller
d'une partie à l'autre de la frontière, ça aide déjà à briser davantage la glace. Donc il faut accélérer un peu et matérialiser ce rapprochement-là en ouvrant les frontières de manière effective et faire en sorte que les ambassadeurs puissent être nommés, parce que du côté du Niger, ils n'ont pas encore nommé d'ambassadeur. L'ambassadeur du Bénin a duré à Niamey avant de pouvoir... Mais le chef de la diplomatie nigérienne promet de nommer très prochainement. Il a rappelé que le rappel également de leur ambassadeur n'était pas forcément lié à la situation, mais il avait dépassé le délai de 5 à 6 ans. Donc il fallait le rappeler pour le faire remplacer. Les gens vont toujours faire le lien par rapport à la situation entre les deux pays. Mais pour assurer, ils devaient faire eux aussi comme le Bénin l'a fait, nommer un ambassadeur du côté de Cotonou, même s'il ne peut pas encore présenter ses lettres de créance, parce que ça aussi, ça participe un peu à décrisper la situation tendue. Cher, donc une réouverture imminente également de la frontière des deux côtés, c'est-à-dire du côté du Niger et du Bénin? Oui, je pense qu'on va tout droit vers cette réouverture-là et vers la normalisation des relations. Normalisation des relations entre le Bénin et le Niger pour l'intérêt également des deux pays, puisque le Bénin comme le Niger gagne également à la réouverture de ces frontières-là qui avaient été fermées depuis 2023, ce qui avait fortement impacté les populations des deux pays. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Mamadou Thior, vous êtes journaliste et analyste politique. Un plaisir d'avoir partagé le plateau avec vous. Plaisir partagé. Un plaisir également, cher Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales, d'avoir partagé le plateau avec vous. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci Daoud. Merci également à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programmes sur nos antennes.